Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du vendredi 10 octobre 2025. Dans les actualités de ce jour, des mesures seront prises à l'encontre des éléments des forces de l'ordre qui commettent des abus dans l'exercice de leurs fonctions, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre. Il a également donné des consignes strictes afin que les forces de l'ordre accomplissent leur mission dans le respect de la loi avec professionnalisme et en respectant les droits de l'homme. Ces déclarations ont été faites par le Premier ministre aujourd'hui sur la place du 13 mai. Il a indiqué à cette occasion que des enquêtes sont déjà en cours concernant certains cas, notamment celui survenu à Antiranan. Les détails avec Anna Martina et Enzar Ranjiansu. Les forces de l'ordre devront accomplir leur mission dans le respect de la loi avec professionnalisme et en respectant les droits de l'homme, selon les consignes strictes données par le Premier ministre aujourd'hui sur la place du 13 mai. Face aux cas d'abus et de violence observés, le Premier ministre, le général Zafissin Bourufin Fortuna, a affirmé aujourd'hui que des mesures seront prises. Des enquêtes approfondies seront également menées pour éclaircir ces actes de violence. En ce qui concerne le cas survenu à Antiranan, le gouvernement a déjà envoyé des enquêteurs indépendants sur place, selon ses explications. Aujourd'hui a été la deuxième descente sur terrain du Premier ministre depuis sa nomination. Ensuite, le rétablissement de l'ordre est actuellement une priorité pour le gouvernement afin de stabiliser l'économie et de permettre aux citoyens de retrouver une vie quotidienne normale. Ainsi, le Premier ministre a réaffirmé aujourd'hui que seul le dialogue et le rapprochement permettront de résoudre les problèmes actuels du pays. Par ailleurs, le couvre-feu reste maintenu à Antananarivo selon ses explications. Anna Martina sur les images de Nzar Randiansu. Le gouvernement prend des mesures pour rétablir l'ordre dans le pays. La priorité est de restaurer la sécurité et de permettre à la population de reprendre une vie quotidienne normale, a déclaré le Premier ministre aujourd'hui. Il a souligné que la situation actuelle entraîne une récession économique et impacte fortement les moyens de subsistance de nombreux citoyens. Selon toujours le Premier ministre, il est indispensable que la population reste productive pour relancer l'économie. Le gouvernement est déjà à la recherche des solutions et il a réaffirmé son ouverture au dialogue et à la concertation. Dans le cadre du maintien de l'ordre, le Premier ministre a annoncé aujourd'hui que le couvre-feu reste en vigueur à Antananarivo malgré les discussions autour de sa levée. Ainsi, le couvre-feu est toujours effectif de 20h à 4h du matin. Et les Monat n'a pas utilisé de balles réelles dans le cadre du rétablissement de l'ordre public Europe dans la capitale actuellement, selon leur déclaration hier. Par ailleurs, le couvre-feu reste toujours en vigueur dans les zones concernées par ces événements. Il y a une volonté délibérée de semer la terreur psychologique au sein de la population via les réseaux sociaux, de provoquer des troubles et même de diffuser de fausses informations, laissant entendre qu'un manifestant aurait été sacrifié, a déclaré les Monat. Les Monat agit actuellement dans le cadre du rétablissement de l'ordre public, Europe, dans l'intérêt de toute la population. Il affirme néanmoins qu'aucune balle réelle n'a été utilisée durant leur intervention. La situation a globalement été calme dans les autres régions pour la journée d'hier. Le couvre-feu reste en vigueur dans toutes les zones concernées dans la capitale, selon la confirmation faite par les Monat hier. Les ordres professionnels de santé à Madagascar, notamment l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des chirurgiens dentistes et l'ordre des sages-femmes, lancent aujourd'hui un appel pour la protection de tous les établissements de santé et de leur personnel. Ils réaffirment également leur engagement à assurer leurs fonctions tout en condamnant fermement le comportement de certains citoyens ou agents de santé qui manquent à leur devoir envers les personnes en situation d'urgence vitale. Et le nombre de participants détermine souvent la véritable force d'un mouvement, alors que les Gen Z et leurs participants sur les réseaux sociaux se présentent comme un groupe puissant capable de se mobiliser massivement dans les rues. Les citoyens ont voulu vérifier la réalité par eux-mêmes. Des images prises par drone permettent de constater la situation. Hier, comme aujourd'hui, seulement quelques dizaines de personnes ont été observées aux alentours d'Anoussi, loin de remplir les lieux de rassemblement prévus. Selon plusieurs habitants rencontrés, ces attroupements perturbent leurs activités quotidiennes. Nate Rakutmav.
À 12h30, à Anoussi, en face du jardin, non loin du Sénat et de l'hôpital Befelatan, voici la scène telle que captée par un drone. Un petit groupe manifeste composé essentiellement de personnel soignant, aucun grand rassemblement, très peu de ceux du mouvement Gen Z. Les jeunes de la génération Gen Z et les étudiants sont pourtant ceux qui, selon leurs propres déclarations sur les réseaux sociaux, devraient mener le mouvement de contestation main dans la main, unis dans la rue. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ceux-là même qui prétendaient rallier toute la population à leur cause? Les images parlent d'elles-mêmes. Depuis hier déjà, les rumeurs faisaient état d'une grande mobilisation. Or, tout un chacun, grâce à des images prises par de simples citoyens, constate une réalité bien différente. La manifestation d'hier ne comptait pas des milliers de personnes, mais seulement quelques dizaines. Les réseaux sociaux semblent bien et bien être leur terrain de prédilection, où les appels à descendre dans la rue se multiplient, mais sur le terrain, très peu répondent présents, comme en témoignent les images. Hier était censé être un jour de grève générale. Pourtant, même le marché hebdomadaire de Moamas n'a pu se tenir normalement. Les Gen Z qui affirment défendre la démocratie respectent-ils vraiment la liberté des autres? De nombreux citoyens expriment désormais leur lassitude face à ces manifestations récurrentes et demandent simplement à vivre leur quotidien dans la tranquillité. Les Gen Z qui se revendiquent démocrates, les écoutent-ils? L'analyse de la situation montre que le mouvement s'est largement éloigné de ses revendications initiales pour se transformer en foyer de désordre et de perturbation. Le président Ange n'a déjà répondu à plusieurs de leurs doléances, notamment concernant les problèmes d'électricité et d'eau. Il a aussi reconnu les insuffisances et affirmé sa volonté d'y remédier. Il a pris l'engagement de résoudre la question de l'électricité d'ici 1 an. D'ici 1 an, je m'engage que nous allons tout mettre en œuvre pour accélérer la transition énergétique à Madagascar, à mettre en œuvre l'ensemble des projets. Et d'ici 1 an, s'il y a encore de délestage, je démissionne. D'ici 1 an, à Antananarive, il n'y aura plus de délestage. Mais à la fin de mon mandat, dans tout Madagascar, il n'y aura plus de délestage. Il y a 2 choses. Premièrement, en ce qui concerne la capitale, d'ici 1 an, il n'y aura plus de délestage. 0 coupure de courant. Donc je le confirme que d'ici 1 an, il n'y aura plus de délestage, plus particulièrement à Antananarive, mais également d'ici la fin de mon mandat, il n'y aura plus de délestage dans tout Madagascar. Par ailleurs, des espaces ont été mis à la disposition des jeunes souhaitant s'exprimer librement, comme à Somanjakzai, ou au Stade Maki, ou même au jardin d'Ambozatouf, afin d'éviter de perturber la vie quotidienne des habitants d'Antananarive. Les responsables les ont même déjà laissés manifester au jardin d'Ambozatouf, encadrés par des forces de l'ordre, mais ces jeunes boudent et veulent encore plus. Alors, la question qui se pose est « qui n'écoute pas qui aujourd'hui ?» Ce que l'on constate, c'est que ces jeunes du mouvement Gen Z, accompagnés de quelques figures politiques, veulent surtout imposer leur vision sans tenir compte de celle des autres. Leur discours sur les réseaux sociaux est souvent entaché de rumeurs, de discours de haine et de condamnation envers ceux qui ne les soutiennent pas. Ce qui à terme conduit à un climat de désordre, dominé par des intérêts personnels de quelques-uns cherchant à obtenir le pouvoir ou à provoquer un renversement politique. Dans cette confusion, certains en profitent pour faire entendre ses propres revendications, notamment certains syndicats de ministères dont nombreuses ont été résolues et les personnels ont repris leurs travaux au quotidien. La priorité de l'État, une fois les revendications légitimes entendues, reste le retour à la stabilité nationale et la préservation des intérêts de la majorité afin d'éviter une nouvelle crise économique majeure. Dans un autre sujet, certains individus à Vanghaïdjan profitent de l'affaire qui a abouti à la détention de Mahavitara Sylvestre pour descendre dans la rue dans le cadre du mouvement Gen Z. Pour rappel, ce dernier purge actuellement une peine de prison dans la prison d'Avaradjan après avoir été condamné pour détournement de fonds publics, abus de fonctions et favoritisme dans la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19 lorsqu'il était responsable des marchés publics au sein du ministère de la Santé publique. Il a été reconnu coupable par le pôle anti-corruption OPAC et transféré à la prison d'Avaradjan. Reportage.
Certains habitants de Wangainjan exigent actuellement la libération de Mahaftara Sylvestre, candidat aux législatives dans cette circonscription dernièrement. Selon eux, il aurait été enlevé après avoir purgé une année à la prison d'Atanmour avant d'être transféré à celle d'Avaradjan. Pour rappel, Mahaftara Sylvestre a été condamné par le pôle anticorruption ou PAC pour détournement de fonds publics, abus de confiance et favoritisme, notamment dans l'attribution de marchés à des proches lors de la gestion des budgets liés à la pandémie de Covid-19 lorsqu'il était responsable des marchés publics au sein du ministère de la Santé. La sentence prononcée à son encontre est de 5 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité à toute fonction publique et une amende de 100 milliards d'ariars selon la décision du PAC. Lors d'une intervention télévisée sur une chaîne privée, le président de la CENI a évoqué la possibilité d'une amnistie pour les candidats aux dernières élections communales et législatives, citant explicitement le candidat à la mairie d'Antiranan ainsi que Mahaftara Sylvestre. Cependant, certains habitants de Wangainjan avancent que Mahaftara Sylvestre aurait été kidnappé le 28 septembre dernier, alors que la mise en application de la décision de transfert numéro 111 venait d'être émise. Ce transfert l'a conduit à la prison d'Avaradjan après une année passée à Tanmour. Face à ces revendications populaires, l'épouse de Mahaftara Sylvestre a déjà adressé une demande de libération au président de la République mercredi dernier. Par ailleurs, les notables locaux ont également rencontré les membres de l'OMC pour discuter de l'affaire. Et 21 ressortissants malagas sont actuellement retenus à Siem Reap au Cambodge. Ils ont été victimes d'une offre d'emploi frauduleuse. Une fois sur place, ils ont été contraints de participer à des activités d'escroquerie. L'ambassade de Madagascar à Pékin en Chine, qui est également responsable des relations avec le gouvernement cambodgien, suit de près leur situation. Les détails avec Fanjessène Mireille. Les Malagas retenus au Cambodge avaient été recrutés pour travailler dans un call center. Toutefois, une fois arrivés sur place, ils ont été forcés de participer à des arnaques en ligne. Au total, 24 ressortissants malagas ont été pris en main par un réseau de traite de personnes. Selon les informations, après l'intervention des autorités cambodgiennes, 3 d'entre eux ont déjà pu être rapatriés à Madagascar. L'aide apportée par les autorités cambodgiennes représente une étape importante pour la protection de ces victimes, bien que les négociations se poursuivent encore pour permettre le retour des 21 autres personnes restées sur place. Le gouvernement malagasy appelle une fois de plus à la vigilance face aux offres d'emploi frauduleuses à l'étranger. Concernant les actualités météorologiques, selon les prévisions de la saison cyclonique 2025-2026 publiées par la Direction générale de la météorologie, entre 1 et 3 cyclones pourraient avoir un impact direct sur Madagascar. Toutefois, en raison du changement climatique actuel, un seul cyclone très intense pourrait déjà engendrer des conséquences importantes. Il est donc fortement recommandé à la population de se préparer dès maintenant. Selon la Direction générale de la météorologie, des cyclones pourraient toucher la Grande Île à la fois par l'est et par l'ouest au cours de cette saison cyclonique qui s'étend d'octobre 2025 à avril 2026. La période cyclonique devrait être proche de la normale, avec une estimation de 1 à 3 cyclones ayant un impact direct sur Madagascar. Mais même un seul cyclone intense pourrait causer des dommages considérables. Toujours selon les prévisions de la saison, des risques de déficit en eau dus au manque de précipitations pourraient être observés dans la région d'Anjouy et le sud de la région Atimojefen pour les mois d'octobre à novembre 2025. Pour le mois de janvier 2026, en plus de ces deux régions, la région Anos pourrait également être concernée. Vu les fortes probabilités de précipitations abondantes pour le mois de janvier 2026, le risque d'inondation est important pour les régions à l'est de Madagascar, particulièrement pour les régions Diana, Sava, Vadvav, Fitounan et le nord de la région Atsimu-Atsinanan. Ce risque élevé est encore maintenu pour les régions Diana et Sava pour le mois d'avril 2026. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, les Palestiniens ont laissé éclater leur joie jeudi après l'annonce d'un cessez-le-feu imminent. Israël et le Hamas ayant approuvé dans la nuit la première phase du plan de paix. Reportage signé France 24. La nouvelle d'un accord entre Israël et le Hamas a parfois mis du temps à arriver aux Gazaouis, faute de connexion à Internet dans les habitations précaires où ils ont trouvé refuge.
Les yeux rivés sur leurs écrans, c'est depuis des cafés comme celui-ci qu'ils scrutent les dernières informations. C'est un début et j'espère que chaque enfant pourra bénéficier de son droit à l'éducation, à la santé et de vivre dans un foyer sûr. Nous sommes épuisés. Livrés à la famine, déplacés à maintes reprises et en manque cruel de soins, les Gazaouis font face à des besoins immenses. Pour que ce cessez-le-feu se traduise par de réels progrès, il ne suffit pas de faire taire les armes. Il faut garantir aux travailleurs humanitaires un accès total, sûr et durable. Depuis la mise au ban de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, accusée de complicité avec le Hamas par Israël, l'aide humanitaire dans la bande de Gaza était coordonnée par un organisme au financement opaque, la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël. Mais la mort de plusieurs centaines de personnes lors de distribution de nourriture a choqué le monde entier. Les ONG évincées soulignent l'urgence à agir. On assiste à une famine, on assiste à une dévastation totale. Donc dans un premier temps, du point de vue humanitaire, ce qu'il nous faut, c'est une entrée immédiate d'aide humanitaire. Et lors du premier cessez-le-feu en début d'année, la négociation portait sur 600 camions par jour, ce qui était bien plus que ce qui est annoncé aujourd'hui dans l'accord de Trump. Le plan prévoit 400 camions par jour dans la bande de Gaza pendant les 5 premiers jours du cessez-le-feu, un nombre censé augmenter selon une source au Hamas. L'UNRWA a déclaré avoir d'ores et déjà de quoi nourrir l'ensemble de la population pendant les 3 prochains mois. Mais pour le moment, les frappes israéliennes sur la bande de Gaza se poursuivent. Ensuite, aux États-Unis, le procureur général de l'État de New York, Laetitia James, qui avait obtenu sa condamnation en 2024 dans une vaste affaire de fraude, a été inculpé jeudi. Les détails avec France 24. Aujourd'hui, nous avons entendu Donald Trump dans notre affaire contre lui. C'est en 2023 que la procureure générale de New York, Laetitia James, s'attire les foudres de Donald Trump. Cette année-là, elle engage des poursuites judiciaires à son encontre pour fraude fiscale. Le président américain est reconnu coupable, même s'il arrive à éviter une amende de près d'1 demi-milliard de dollars en appel. Depuis, il accuse sa nouvelle adversaire politique d'être malhonnête et la critique sur les réseaux sociaux depuis son bureau ovale. La corrompue Laetitia James coûte des centaines de milliards de dollars à l'État de New York en perte commerciale. Aucune entreprise ni aucun individu ne veut s'y installer, sachant qu'elle est la procureure générale. Elle est un vrai désastre. Laetitia James a été inculpée jeudi par un jury fédéral sur l'utilisation de sa maison secondaire située dans l'État de Virginie. Il ne s'agit là que de l'utilisation désespérée de notre système judiciaire comme arme par le président. Il oblige les agences fédérales chargées de l'application de la loi à se plier à ses volontés. Tout cela parce que j'ai fait mon travail en tant que procureur général de l'État de New York. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump met la pression sur son ministère de la Justice pour obtenir des poursuites contre ceux qu'il considère comme ses adversaires, principalement certains membres du Parti démocrate. Mercredi, il a demandé l'emprisonnement du gouverneur de l'Illinois et du maire de Chicago pour s'être opposé à sa politique anti-immigration. Et au Maroc, les membres du collectif Gen Z 212 dont les manifestations secouent le pays viennent d'horizons divers, mais sont unis par la colère contre une société profondément inégalitaire. Le roi du Maroc, Mohamed VI, devrait prendre la parole sur le sujet. France 24. Sans le portrait du roi Mohamed VI, ces jeunes Marocains ont de nouveau manifesté jeudi devant le Parlement à Rabat. Cela fait bientôt 2 semaines qu'à l'appel du collectif Gen Z 212, des milliers de manifestants descendent chaque jour dans les rues du pays pour réclamer des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Certains vont jusqu'à réclamer la démission du Premier ministre Aziz Akhanouch. On ne le reconnaît plus comme autorité exécutive du pays. On ne lui fait plus confiance et nous n'avons plus foi en ses décisions ni en ses déclarations. Nous réclamons nos droits publics, le logement, les soins de santé et une vie décente. Le mouvement Gen Z 212 compterait aujourd'hui près de 200 000 adhérents, la majorité issue de la génération Z, née dans les années 2000 et 2010. Cette vague de protestation sociale a commencé le 27 septembre et se déploie dans la capitale Rabat, mais aussi dans plusieurs villes du pays, comme ici à Casablanca.
Resté jusque-là silencieux, le roi Mohamed VI doit s'exprimer ce vendredi à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, une intervention très attendue par les manifestants. Depuis le début, on réclame une intervention du roi. Nous savons que sur la base de la Constitution de 2011, le roi n'a plus le pouvoir de démettre le chef du gouvernement. Mais c'est lui le visage de l'État, la plus haute autorité du pays. Le peuple attend de lui qu'il donne des réponses. Le mouvement se présente comme apolitique et se revendique pacifique. Mais des heurts et des actes de vandalisme ont marqué certaines mobilisations, notamment à Agadir. 3 personnes ont été tuées le 2 octobre dans un affrontement avec des forces de l'ordre. La police a procédé à plusieurs dizaines d'arrestations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.